Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Radio Circulab. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benoît Vanhonsel. Bonjour Benoît. Bonjour Eric. Alors, pas besoin de prononcer le C pour mon prénom, j'insiste. Mais t'inquiète Benoît, on va commencer comme ça. Alors, je t'ai rencontré une première fois, mais c'était lors d'une conférence en juin 2024 à la CCI de Nantes. Oui. Et tu étais intervenu, j'étais venu avec Angélique de l'équipe et tu racontais avec d'autres dirigeants tes retours d'expérience sur les risques que vous affrontiez. Alors, je vais peut-être préciser aussi de quelle entreprise tu vas nous parler. Tu vas nous parler des Coteaux Nantais, mais je vais te laisser évidemment présenter l'entreprise dans les minutes qui viennent. Et j'avais trouvé ton intervention vraiment passionnante. Donc, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Et puis, j'avais essayé de te contacter dans les mois qui avaient suivi, mais ça n'avait pas marché. Et en fait, on a une connaissance commune en la personne de Magali, ta fille. Ma fille, exactement. Donc, à qui on passe le bonjour. Et qui a fait cette fameuse mise en relation. Donc, bienvenue chez nous à Nantes, Benoît. Est-ce que déjà tu peux te présenter, s'il te plaît ? Oui, avec grand plaisir. Donc moi, c'est Benoît Vanhonsel. Alors, j'étais passé l'âge de l'entrepreneur classique parce que j'étais passé les 70 ans. Mais voilà, je suis d'origine belge, je suis flamand d'origine. Voilà, j'ai toujours fait mes études en Belgique. Je suis issu d'une famille d'un côté plutôt où nous étions entrepreneurs, mais mon père et mon grand-père sont fondateurs d'un grand groupe biscuitier belge. Voilà, et donc voilà, on a beaucoup travaillé à la maison. Et de l'autre côté, ce sont mon autre grand-père était vice-gouverneur de la Banque nationale de Belgique, donc moi j'ai vécu beaucoup gamin dans les affaires et les grands-parents étaient, je dirais, assez sévères dans l'éducation. Et comme beaucoup de bons flamands, il fallait bosser, il fallait travailler, et donc les vacances, ça servait à des expériences diverses. Donc j'avais toujours deux expériences. La première, mes grands-parents m'ont envoyé à l'étranger de façon à apprendre des langues, parce que pour eux c'était important. Et puis la Belgique étant un tout petit pays, en fait, où il n'y a pas toutes les matières pareilles, toute la richesse de l'Allemagne ou de la France, nous, on est des commerçants, on est des gens qui mettent en relation. Donc derrière, on nous envoyait à gauche et à droite, et j'ai eu la chance d'aller dans plusieurs pays apprendre des langues, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, il fallait bosser dès qu'on était petit. Et donc mon second mois de vacances, je remplaçais les dockers anversois. Et les dockers anversois, en fait, c'est des gens qui gagnaient très très bien leur vie, mais qui bossent énormément. Et pendant la période d'été, il manque des bras. Et nous jeunes, on se faisait un peu d'argent de poche, et c'est ce que j'ai fait pendant pas mal d'années, avant de faire mes études, des études plutôt études de management, de commercial, de marketing, ingénieur industriel également, voilà. Et ça a été un peu le début. Après les stages où j'ai plutôt été du côté, j'ai eu la chance d'avoir ces langues, donc j'ai travaillé pour Union Carbide, j'ai été formé dans des usines américaines chez eux, donc j'ai bien aimé cette espèce d'ouverture américaine de ce côté-là. Et après, j'ai travaillé dans différents domaines, dans le bâtiment, dans les loisirs que j'ai beaucoup aimé. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans la région nantaise, parce que après avoir travaillé dans les loisirs et dans tout ce qui était montagne et escalade, je travaillais dans tout ce qui était câble de remorquage pour cibles aériennes, et j'ai terminé en fait chez Pilote comme directeur général les camping-cars. Donc je suis arrivé dans le loisir, c'est comme ça que je suis arrivé dans la région nantaise, et ça a été vraiment une très très belle expérience. Et après cette expérience de pilote, donc là, on est dans le milieu des années 90 déjà. On est dans les années 90, 93. D'accord. Et là, c'était malheureusement la guerre du Golfe. Et donc, dans le camping-car, en fait, on avait des croissances importantes. Moi, j'ai vraiment réussi à développer bien l'entreprise. Et puis, du jour au lendemain, la guerre du Golfe et la réaction de beaucoup d'agents. Le consommateur principal du camping-car, il est à une moyenne 62 ans et 3 mois. Et donc, cette personne-là en question, elle avait connu la guerre 40-44, et du jour au lendemain, elle a arrêté les investissements. Donc, on s'est retrouvé avec une production très intéressante au niveau des camping-cars, mais des ventes en berne totale, parce que les gens pensaient, en fait, à ce qui est arrivé à leurs enfants, leurs petits-enfants, et gardaient l'argent, n'investissaient plus dans le camping-car. C'était une période... C'est incroyable, c'est ce que j'allais dire, mais c'est quoi le lien entre les deux? Et c'est fou, cette raison, quoi. C'était dingue, et donc derrière, ça a été compliqué. J'ai été obligé, en tant que dirigeant,
dirigeants, de me séparer de 2 fois 70 personnes. Et ça, c'est toujours difficile pour un dirigeant parce que tu as tout l'humain, on va en reparler après, tu as tout l'humain qui est difficile là-dedans. Mais bon, ce sont des choses qui se sont quand même bien passées. Puis après, je me suis mis à mon compte, j'ai accompagné, j'ai fait quelque chose que j'aimais beaucoup et qui m'a permis par la suite de être entrepreneur également. J'ai accompagné plusieurs dirigeants en tant que manager à temps partagé. J'ai D'accord. accompagné des gens comme Henri Janot, qui était Jean-Guy dans l'Offnet, Fumage, Marcel Dupin, qui avec le groupe Bellem Musky. Donc, j'ai des gens que j'ai accompagnés et ça, c'était très intéressant. Et donc après, j'ai créé cette entreprise, j'ai accompagné de ça et un beau jour KPMG est venu me trouver en me disant tiens Benoît, ce que tu fais accompagner les dirigeants, c'est vraiment un truc sympa. En fait, tu fais ça au niveau du management, mais tu fais ça également au niveau de l'international. Est-ce qu'éventuellement tu serais pas intéressé à travailler chez nous? Donc j'ai bossé chez KPMG pendant un nombre d'années, puis j'ai monté une petite division qui s'occupait d'accompagner des dirigeants d'entreprise dans leur réflexion stratégique et après voilà, et les accompagner éventuellement dans leur développement international. C'était assez passionnant. Et puis bon, c'est vrai que faire du conseil, accompagner des gens, des dirigeants, et j'étais même après dirigeant, qui n'ont pas toujours le temps d'écouter ce que tu préconises. Mmh. Ces gens-là, après, je me suis dit, tiens, Benoît, mais attends, c'est quand même un peu frustrant, quoi. Tu leur donnes plein de bonnes idées, et puis les gars, ils ont pas le temps, ils mettent pas en route. Tu es bien payé, mais c'est quand même pas ça le sens de la vie, quoi. Donc, je me suis dit, non, moi, je suis fait pour animer des équipes, pour accompagner des gens, pour pouvoir monter quelque chose. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à 45 ans. Après avoir passé, bon, j'en parle 2 secondes, pas trop longtemps, mais voilà, avoir passé une période très difficile niveau santé, parce que je pense que j'avais un peu beaucoup tiré sur la charrette pendant un nombre d'années, et le corps humain, il réagit d'une façon ou d'une autre, donc j'ai commencé à avoir des gros soucis de dos, et puis même plus que ça, avec une tumeur dans le bas du dos, donc j'ai été opéré, je suis sorti, et j'ai quelque part, quand tu es couché quelque part, et tu es à la maison, j'étais couché pendant 8 mois, quand tu es couché, tu commences à réfléchir à ce que tu as fait dans le passé, ce qu'était ta vie. Et en fait, là, tu arrives à un âge où tu as une femme, tu as 3 enfants, et il faut que tu penses quand même à ce que tu as envie de faire. Et le conseil que je peux donner à tout le monde, c'est de dire à cet âge-là, il faut se poser. Il faut dire calmement, qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Là, il me reste 20 ans de bien, normalement, à vivre, où je peux faire plein de choses. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Mmh. Et en fait, en étant couché, c'est ça que je vais arriver à la prochaine phase, étant couchant, j'ai la chance d'avoir une jolie maison, un joli jardin, j'adore les fleurs et tout ça, la nature. Puis je repensais à ma jeunesse et mes grands-parents qui avaient une très belle propriété à Anvers, au nord d'Anvers. Et tout ce que j'aimais, moi, c'était quelque part être dans la propriété avec eux. C'était aller voir les jardiniers, discuter avec eux. Pendant mes études, j'ai pas toujours été très très bon, mais on avait des fermes familialement. Moi, tout ce que j'aimais, c'était aller dans les fermes, aller ramasser les betteraves, aller accompagner les paysans, Et je me suis dit, Benoît, en fait, avec ce qui t'est arrivé, il faut que tu retournes vers la nature. Ça, c'est le plus intéressant. Et en fait, j'ai décidé de chercher à m'investir dans la nature. J'avais déjà un peu avant eu un contact avec quelqu'un qui s'appelait Jean-Yves Fouché et qui avait créé Biofournil. Et j'ai mis de l'argent dans Biofournil parce que c'était des produits bio, parce que c'était des produits quelque chose qui était proche de la nature, qui était écologique. Ça me plaisait beaucoup. En plus, là, on est toujours dans les années 90. On est dans les années 90, ouais, 90 et 95. Là, j'ai beaucoup investi là-dessus. Et donc, je me suis dit, tiens, mais Benoît, il faut que tu cherches un projet. J'étais chez KPMG de 94 à 99, 5 ans. Et donc, à 99 à 90 ans, j'avais 45 ans. Je me dis, non, il faut que je change, il faut que je fasse chose dans ma vie. Et je vais retourner à la nature. Et donc là, j'ai commencé à chercher. Et il m'a fait connaître un monsieur Moreau, qui avait une petite exploitation arboricole, qui se trouvait à Vertou. Moi, j'allais acheter dans le sud de Nantes, pour ceux sud qui de Nantes, connaissent ouais, pas. voilà, j'allais acheter mes pommes là-bas. Moi, c'était tout près, mais j'imaginais pas ce qu'il y avait derrière. Et puis, Jean-Yves me dit, ce monsieur, il est arrivé à un âge, et il voit pas très bien où il va aller demain, et le bio, il sait pas ce que ça va donner, rien du tout. Est-ce que tu peux pas, tu es toujours souffrant, mais ça te fera du bien, toi qui aimes bien créer et je dirais quelque part faire des projets d'avenir avec une stratégie, va le voir. Et moi, ça m'a fait un bien fou.
fou. Je suis allé le voir et puis le gars, il me dit: «Ouais, écoutez, moi, je sais plus trop ce que je dois faire. Là, on a une petite exploitation, ça marche super bien, mais je vois pas l'avenir». Et donc je me suis passionné pour la chose parce que j'avais un rapport avec la nature, ça avait un rapport avec des projets d'avenir. Donc moi, c'était quelque chose qui me touchait. Donc j'ai bossé là-dessus, mais tout simplement, hein, sans rien demander. Et je lui ai dit: «Écoutez, moi, je réfléchis un tout petit peu». Et à la coup de bol, KPMG me rappelle, pouvais plus travailler avec mon histoire de dos. Et ils me disent: «On a un gros projet, aux États-Unis». Et c'est fait des Français qui font du soufflage industriel, hein, voilà, mais qui cherchent à racheter une boîte d'extrusion. Et il y a une boîte qui est au Canada, il y a une autre aux États-Unis, et après ils ont une autre société qui pourrait t'intéresser, qui est en Allemagne. Comme j'ai la chance de parler ces différentes langues, je dis: «Bah, écoutez, je suis pas tout à fait en forme encore, mais je veux bien faire la mission». Puis je fais la mission, mais j'avais quand même rencontré ce monsieur-là au niveau du bio. Et puis, j'arrive aux États-Unis, puis j'arrive à Chicago, par exemple, et je dis au chauffeur de taxi: «You know any organic shop somewhere?» Et le gars, il me dit: «Bah oui, il y a Whole Foods, le numéro 1 mondial, c'est pas loin». Ah J'ai ouais? écouté, bon, le taxi, là, on allons-y, moi j'ai bien un peu de temps avant ma mission, là. Et donc je suis rentré dans un magasin bio. Et là, le soleil m'est apparu, quoi. Le ciel s'est ouvert. Alors, j'y rentre ce magasin. Tu avais des producteurs, avec des fruits à droite, avec des brumisateurs. Tu avais un magasin qui était achalandé d'une façon incroyable. Il y a des gens qui rentraient là-dedans, qui venaient acheter des petits plats en bio, des petites salades, des choses comme ça. Ouh là, je me dis: «Là, il y a quelque chose qui se passe, là, ça Et bouge, donc là, là, tu es en 98, 99, je ça, c'est suppose? 99, oui, OK. 99. Et vraiment, ça m'a frappé. Donc, j'ai fait ma mission, hein, j'ai tout avancé. Et puis, on n'a pas réussi à trouver ce qu'il fallait en France. On est allé en Allemagne, à Francfort. Et pareil, à Francfort, j'ai dit au chauffeur de taxi en allemand, j'ai dit: voilà, können Sie irgendwo eine Bio-Shop?» Il me dit: «Ah oui, Heidelberg». Donc, moi, taxi Heidelberg. Et là, pareil, je rentre dans un magasin, 1100 mètres carrés, à droite, une boulangerie bio magnifique, au fond des fruits, tout un passage bien structuré où j'y mets à fond. Là, il y a quelque chose. Donc, hop, je reviens en France. Je vais voir le vieux, là, en question, que j'aimais bien. Je dis: «Attendez, monsieur, j'ai réfléchi, là. Voilà ce qu'on va faire». Voilà. Et donc, en fait, c'est de là que tout est parti. Il avait un magnifique verger. Je lui dis: «Écoutez, on va développer le verger. Parce que je pense que demain, il y aura une demande importante pour vraiment une bonne qualité de fruits, mais on ne pourra jamais suivre avec ce qu'on a. Donc, il faut développer les vergers. Première chose. Puis deuxième chose, je dis, je pense qu'il faut essayer d'aller dans une économie qui est beaucoup plus circulaire. Donc, il faut voir que tout ce qu'on produit, qu'on ne parvient pas à vendre en frais, il faut absolument quelque part où on peut le vendre en second choix, On où on peut transformé, en ouais. faire quelque chose de plus. Donc, on va faire de la transformation. Mmh. Ah, il m'a dit: «Bon». Et puis j'ai dit: «Troisièmement, je peux me permettre une chose, j'ai fait une étude, on en parlera de ça après, mais je pense que vos clients, là, ils vous comprennent pas. Ça veut dire que vous allez pas les voir, vous voulez pas leur faire de conditions, vous voulez rien faire, donc en fait, vous avez pas le contact client. Donc ça va pas le faire. Donc vous, ce qu'on va faire, on va faire les 3 choses, on va développer les vergers. Deuxièmement, ben, on va essayer de monter une transformation un peu plus structurée, industrielle ou D'accord. semi-industrielle. Et puis surtout, on va aller voir les gens, on va les écouter, on va voir ce qu'ils racontent. Et là, on pourra vraiment construire ensemble un projet d'avenir». L'autre, il m'a regardé, il m'a dit: «Ouais, vous êtes bien gentil, là, on voit bien un jeune ingénieur qui n'y connaît rien, qui me dit, c'est pas possible, on est à des vergers, imaginez-vous les risques que vous allez prendre avec le danger, la grêle, tout ça». Je lui ai répondu: «Écoutez, vous êtes gentil, mais moi, je sors d'une longue maladie et j'ai été couché pendant des mois. C'est pas un truc qui m'effraie». J'ai dit: «Non, moi, je pense qu'avec des hommes et des femmes qui sont là, on va pouvoir construire quelque chose». Donc, on a avancé le sujet. Et puis bon, l'histoire est courte, hein, je la raccourcis, mais je suis rentré le soir à la maison, je dis à mon épouse: j'ai vu un truc super, je vais racheter ça». Elle m'a dit: «Mais tu connais rien». Je dis: «Non, mais mon papa avait des vergers énormes et moi j'étais combien de fois dans les vergers. Gérer une boîte, je sais faire, hein, j'ai géré pilote, je sais pas, voilà. Et puis là, il y a des gens sympas, c'est des gens, voilà, c'est des vrais, je les sens avec les mains, là, c'est des gars». J'ai trouvé un gars, là, qui est devenu mon associé, Michel Delomo. Je dis: «Oh, c'est un vrai de la nature». J'ai dit: «Ben, on va le faire». Et j'ai eu une chance incroyable, c'est que mon épouse m'a dit: «Trésor, c'est ton bonheur, il faut que tu le fasses». Et je l'ai fait, voilà. Et c'est comme ça qu'on a démarré. On était tout petits, on était une quinzaine de personnes, quoi, c'est Et tout alors petit. justement, t'en viens à ma prochaine question, c'est quand tu récupères donc les coteaux nantais, ça en est où? Je crois que c'est une exploitation de
d'une trentaine d'hectares Ouais, déjà c'est à ça, ouais, l'époque? ouais, ouais, ouais. Il y a déjà 30 hectares. Il y a déjà 30 hectares, et on a démarré la biodynamie. On a bien ouais. Donc en fait, on est passé du bio, en fait, on était des pionniers du bio dans les années 85-87. On était pionniers du bio avec tous les récoltes qu'on a perdues, hein, parce que ce Mmh. temps-là, quand on faisait du bio, tu perdais 70% à 80% de ta Ouais, récolte, c'est hein. ce que vous On mettez avait sur le site, c'est que les exploitants donc en 70, donc 25 ans après la création des coteaux, ouais. se sont dit: «Bah, nous, on va passer en bio» et effectivement, ils en viennent à partager ces chiffres hallucinants de perte de 70 Ah ouais, de oui, parce récolte, qu'on tu vois? on savait pas comment faire, hein. Bien sûr, En ouais. fait, et c'est là qu'après on a eu tous les développements avec le maire Bouchot, avec plein de gens qui ont commencé à mettre des méthodes en place. Là, on a fait la première, ce qu'on appelle, j'appelle ça la confusion sexuelle, parce que c'est le début de tout. C'est dans lequel on va en fait accrocher dans les arbres, je dirais des petits trucs qu'en fait quand le papillon arrive, il sait plus où il est et il parvient pas à trouver la femelle, et donc là on parvient à éviter que tout le verger est endommagé, parce qu'au début tous les vergers tombaient, toutes les pommes, elles tombaient, hein, Ouais, c'était bien voilà. sûr. Donc ça a été une période un peu très difficile pour les gens au début. Mais nous, comme moi je suis arrivé, c'était pas le cas. On avait un très beau verger, ça fonctionne super bien. On avait une très bonne de ce temps-là, un climat qui était tout à fait propice ici, dans la côte ouest, parce que tu es pas loin de la mer, tu as 40 kilomètres de la mer, donc tu as un climat extrêmement tempéré, tu pas les problèmes de gel que les gens ont dans le pays. Même du côté d'Angers, il y a beaucoup plus de froid que chez nous, ou Ouais. bien en Savoie ou dans d'autres points. Donc c'était vraiment propice. Et Et on puis avait il y a de l'eau aussi à volonté. hein? Il Il y y a a de aussi l'eau pas à mal de volonté. pluie. Il y avait beaucoup d'eau de ce temps-là, beaucoup d'eau à volonté, et dans les vergers, partout, quand moi je suis arrivé, les premiers vergers, il y avait de l'eau. Ça veut dire qu'on avait creusé des étangs. Tout ça dans notre réflexion également de dire, il faut qu'on soit indépendant, hein, il faut qu'on soit indépendant. Si jamais il y a un problème, on va en parler après. Il y a des années où tu as pas d'eau. Si Mmh. tu as pas d'eau, tu as pas d'étang, tu te retrouves comme dans le sud aujourd'hui où ils ont une très faible récolte avec des petits volumes, des tout petites pommes, parce qu'il y a pas d'eau, quoi, hein. Mmh, bien Donc ça, sûr. et ça, c'est un gros problème de sécheresse pour l'avenir. Donc voilà, donc on a fait tout ça. Donc d'arriver là, Et ça a été donc là, on a donc cette exploitation d'une trentaine d'hectares avec qui fait à ce moment-là principalement, la vente de fruits, ouais, enfin juste, les pommes, 90%. voilà et il y a une équipe d'une petite dizaine de personnes, je On suppose? était 14-15 Ouais, personnes, ouais, voilà ça. OK. Donc voilà, ça c'est la situation, à cette date-là et donc toi tu arrives là, qu'est-ce qui va se passer, sur la bonne vingtaine d'années où tu as évolué? Donc, première chose à faire, c'est, d'abord bien écouter ce qui se passe sur le marché, aller voir les gens. Donc moi, la première chose que j'ai fait, j'avais la chance d'avoir mon associé Michel Delomeau avec Robert Dugas, qui était l'autre associé, qui était dans l'exploitation. Eux, ils géraient l'exploitation, hein, ils ont développé. Première chose qu'ils ont fait quand je suis arrivé, j'explique, chose qui est arrivée. Il dit: «Benoît, en fait, maintenant que tu es arrivé, tu as un peu de sous, donc faudrait peut-être qu'on agrandisse un peu le tout, quoi». Je dis: «Oui, alors qu'est-ce que vous avez besoin?» «On va aller voir, mais on est sur une option de 19 hectares, un magnifique terrain. Est-ce que tu veux pas venir avec nous?» Donc j'étais voir le terrain, il y avait rien. Il y avait rien du tout, il y avait des vaches là-dedans. Bon, il me dit: «Là, on voudrait faire un verger, comme ça, là, on va tirer. Là, on met une station de fruitière dans laquelle on va stocker». Bon, je dis: «Très bien, ça vaut combien ce truc-là?» «Oh, ça valait autant». J'ai plus le chiffre en tête, hein, mais bon. Mmh mh. Et bon, je dis: «Bah, écoutez, on y va», hein. Donc voilà, donc j'avais mis un peu de côté, donc hop, on a Ouais, en attaqué, plus on a tu co fais plus voilà. 50 Alors, on a de fait ça. Et d'hectares. alors, moi, tu me crois pas, mais un mois et demi après, la station de calibrage, elle rend l'âme. Donc, il fallait acheter une toute nouvelle station de calibrage hollandais. Alors, avec des Hollandais, ça, je savais négocier avec eux, donc on a réussi à quand même faire des choses pas mal. Et on a donc vraiment équipé le tout. Donc là, on a développé une nouvelle station de calibrage qui permettait vraiment de faire du volume en plus. On a agrandi les vergers de 19 hectares, mais là aussi, l'investissement, il est lourd. On en a parlé la dernière fois, mais on essaye de planter, pour essayer quand même de rester dans des finances raisonnables, de planter entre 2 et 4 hectares par an, 5 hectares. Le coût à l'hectare, à ce temps-là, c'était environ 35 000 € l'hectare. Donc, en fait, quand tu plantes 3-4 hectares, tu en as tout de suite pour 200 000 €, hein. Mmh. Et 200 000 €, tu sais que tu n'as aucune pomme avant 3 ans et demi, voilà, et aucune poire avant 4 ans et demi, 5 ans. Donc en fait, c'est comme si tu investissais, dans une voiture, hein, puis tu la mets 4 ans au garage, puis après tu la ressors, quoi. Mais c'est ça, au début, il n'y a pas de retour sur investissement. Donc il faut continuer toujours à investir et il faut replanter chaque année
Donc là, obligation également, avec beaucoup d'humilité, de faire appel aux banques. Et les banques, en fait, ils doivent t'accompagner. Et quand tu es agriculteur, tu es toujours endetté. Tu peux pas faire autrement. Mmh. Et les gens, en fait, il faut vraiment faut mettre des plans bien spécifiques, il faut bien expliquer où on va, nombre d'années, le retour sur investissement. Mais les banques, et entre autres les banques mutualistes locales, jouent un grand rôle et le jouent très très bien. Mmh. Nous, si j'avais pas le Crédit Agricole, j'avais pas le Crédit Mutuel, j'aurais pas pu monter tout ce projet. Ils nous ont vraiment très bien accompagnés. Et donc c'est comme ça que ça s'est développé. Et puis comme eh bien on voyait que les résultats étaient bons, ben on a continué à avancer sur les vergers pour passer de 30 à 49-50 hectares. Et puis après on en a encore ajouté. On a vu une opportunité également de racheter un bout de terrain du côté de la Planche. On a rajouté là également autant d'hectares. Et bon, on avait déjà 70 hectares en gros. Et voilà. Et puis derrière, on a eu une dernière phase plus tardive, mais ça on va expliquer pourquoi, où on a encore pris un troisième verger à Remouillé qui est devenu notre site du futur. Mais ça on ne le savait pas quand on a fait l'opération. Parce en parallèle de ça, ben, j'avais dit qu'on allait démarrer la transformation. Mmh. Alors on faisait un peu de jus de pomme, on faisait un tout petit peu une compote, mais bon, ça, c'est... Et ça Et- ça la transformation, les activités de transformation, vous les initiez quand? Alors, elle avait été initiée à la base par mon associé Michel, OK. qui quelque part, son papa gérant, lui était dans les vergers et tout. Michel est arrivé, on a dit écoute, c'est bien gentil, mais il n'y a pas de place pour toi. Faut que tu trouves quelque chose d'autre. Donc, il a fait une formation pour la fabrication de cidre. Donc, on a commencé à faire du cidre. Mmh. Puis quand il a fait ça, ben, il a vu comment on faisait le jus de pomme. Donc, ben, il a fait du jus de pomme. Et puis derrière, ben, on s'est rendu compte qu'il nous restait pas mal de trucs. Donc, on a essayé de faire une compote de pommes, une purée de pommes, voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré. Je suis un Et grand donc là, fan des purées de pommes d'ailleurs. voilà. Et puis quand je suis arrivé, j'ai dit Michel, attends, il faut quoi? Non, attends, on a un petit atelier là au fond, là, ça va pas du tout. Il y a pas de locaux pour faire ça. Faut que vraiment on trouve quelque chose d'autre. Et je me suis rapproché du directeur du mine du ce temps-là, voilà. Et je lui ai dit, écoutez, vous n'auriez pas un petit bout de terrain sur le mine où on pourrait démarrer quelque chose. Et là, avec Michel, on a démarré une petite unité de transformation de 800 mètres carrés sur l'ancien mine de Nantes. Donc Et là, là, c'est là, pour ceux qui connaissent pas Nantes forcément, c'est le mine de Nantes, il était sur l'île de Nantes exactement. et il a été déménagé, je crois, en 2016 déjà? Ouais, 2016-2017, Donc ouais. dans le sud de Nantes, Ah, plutôt vers, Rezé, si je me trompe pas. voilà, c'est parti donc sur de Rezé maintenant où il y a également une activité qui marche bien, hein. Le mine, c'est une très belle chose. On en parlera après, on peut parler du mine aussi, hein. J'ai pas un problème parce que j'ai gardé une société là-bas, donc OK. je garderai, je peux expliquer ça. Mais donc l'idée était vraiment de tester en vrai, en nature, la transformation. Et donc encore à l'ancienne, on a encore des vieilles marmites en cuivre dans lesquelles on cuisait tout ça. Et là, on a vraiment fait un essai pendant 2-3 ans. Et là, Mmh. on s'est rendu compte, en fait, on parvenait vraiment à produire une super qualité de purée et des compotes, mais c'est dû à d'autres choses. La qualité des fruits cotonantais, pommes coton, c'est dû à la recherche variétale qu'on a eue depuis des années. Grâce au Mmh. fondateur à l'origine, à Robert Dugas après, et Michel, son papa, eh bien, on a réussi à avoir, nous, on est les seuls en Europe à avoir 44 variétés de pommes et Incroyable. 8 variétés de poires. Et en fait, cette diversité-là permet d'avoir des pommes qui sont acidulées, qui sont douces, et donc tu n'as pas besoin du tout de rajouter du sucre et des choses pareilles. Mmh mh. Tu fais un mélange entre 7 et 12 variétés. En fin de saison, ce ne sont que 3 à 5 variétés. Tu mélanges ça et tu as quelque chose de formidable au goût. Et puis ce qui est ça, très important, ça on en parlera après dans le cas de la biodynamie, c'est qu'on a des goûts qui varient. Les consommateurs, il n'a pas besoin d'avoir la même purée, la même compote. Ce qu'il aime, si tu veux, c'est découvrir quelque chose qui a du goût, dans lequel il a du plaisir, qui est sain. Et ça, avec toutes ces variétés qu'on a, on va faire ça. Donc ça, c'était une grande forme. Et chaque fois, on continuait d'un côté à développer les vergers avec des nouvelles variétés, des variétés qu'on découvrait. Et là aussi, on a beaucoup travaillé avec toutes les instances locales, mais également, moi, à ce moment-là, j'ai commencé à travailler sur l'international. Et j'ai donc été voir les associations de producteurs internationaux qui, eux, également, avaient des variétés différentes de notre en France.
Et en fait, on a organisé des rencontres, on est allé à des réunions d'émetteurs en biodynamie, en Allemagne, en Italie. On est allé voir là-bas et on en a trouvé des variétés qui étaient intéressantes pour nous, avec des bonnes productivités. Et puis, on est allé voir les gens du coin qui pouvaient les produire. On est un super producteur, en fait, qui est à Angers, et qui est aujourd'hui le premier producteur le pépiniériste qui fait tout ce qui est pomme. Et ces gens-là nous ont accompagnés et ont mis au point certaines variétés pour nous, ce qui nous a différenciés. Parce qu'il faut toujours essayer de se différencier, il faut être différent, quoi. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a pu faire. Et donc ça a permis d'avoir de très bonnes compotes, des bonnes purées. On a tout essayé, puis on s'est rendu compte en fait que on était prêt pour faire un pas suivant, agrandir les vergers et peut-être réfléchir un jour à également se déplacer pour avoir une unité de transformation plus moderne qui était également plus productif et plus truc. Alors là, un coup de bol, on va dire ça comme ça, un coup de bol. La municipalité décide, de bouger, de changer le mine de Nantes et d'en faire le CHU. Et donc, on a un contrat, nous, jusqu'en 2030 pour rester sur ce mine de Nantes, toutes les sociétés qui étaient là. Et du jour au lendemain, on nous a dit, messieurs, c'est terminé. Donc nous avons pas mal discuté et négocié avec Nantes Métropole, avec les instances locales, et donc on a décidé de faire sauter le pas en 2017 et dire voilà, maintenant on va aller plus loin, on va essayer d'avoir une unité de transformation, mais toute l'expérience qu'on a eue au niveau du mine, nous a fait vraiment nous orienter vers quelque chose de différent. Et donc, on va pouvoir construire une unité vraiment plus importante. Et notre choix est tombé sur Roumouyé. Pourquoi Roumouyé? Parce que 3 ans avant, on avait l'opportunité d'acheter un terrain de 35 hectares à Roumouyé. Qui était pour nous notre 4e verger, qui faisait qu'en tout, on avait aujourd'hui 95 hectares de verger. Des vergers qui étaient magnifiques, un très bel emplacement. Ils étaient déjà plantés ou? Non, c'était ça tout le truc, c'est que derrière on est arrivé là-bas, il fallait tout recommencer à zéro. Ouais. Et donc on est arrivé là-bas, on a, comme toujours, on a essayé de trouver de l'eau. Parce que l'eau, c'est quelque chose, c'est la vie. Ouais, c'est clair. Et quand on a commencé à chercher, on ne trouvait pas d'eau. Après, on avait venu une entreprise spécialisée, commencé à forer, pas d'eau. Bon, dernière chose quand même, qui à mon avis était la bonne solution, je fais venir un sourcier. Il s'est promené partout et il nous dit, écoutez, je suis navré, mais il n'y a pas d'eau ici. Donc là, on s'est retrouvé avec un terrain de 35 hectares, il n'y avait pas d'eau. On était sur la fin du massif armoricain, donc ça donne naturellement un sol extraordinaire, mais sauf qu'il n'y avait pas d'eau. Et donc là, j'ai pris la décision, un peu lourde, mais il fallait bien, de développer un énorme étang. Donc on a fait creuser un étang de 70 000 mètres cubes. Ça nous a coûté 285 000 € cette affaire. Mais ça nous évitait de prendre l'eau en fait que tout le monde peut avoir dans le coin. Et là, on avait calculé que ça nous faisait entre 18 et 20 000 € par an d'eau, dont on avait besoin pour arroser les vergers et faire tout ça. Donc j'ai fait un calcul pour les futures générations, pour l'avenir. C'est pas compliqué. Je dis voilà, 18 000 € fois 20, ça fait 360. Donc en 15 ans, en 17 ans, j'ai trouvé le truc. Comme pour moi, c'était un projet d'avenir. C'est toujours un projet d'avenir, parce que les choses évoluent dans le bon sens là-dedans. Eh bien, on a donc investi dans tout ça et on a aménagé ce magnifique terrain avec de très beaux vergers. Ça a pris un peu de temps. Et en même temps qu'on avait commencé à faire ça, 3 ans après, on était à Roumouyé et là se libère à côté, il monte une zone artisanale. Donc tout de suite, je vais voir le maire, je dis écoutez, ça nous intéresse. Il me dit non, c'est tous des petits lots de 1500 mètres carrés, donc c'est pas pour vous. J'ai tourné, on a les vergers à côté, on pourra faire un lien, c'est vraiment formidable, on a dans la continuité, on peut remployer le compost qu'on mettra dans les vergers. Attendez, il faut nous dire oui, quoi, il faut rien du tout, rien à faire, on a attendu pendant 7-8 mois. Puis on a beaucoup de chance, il n'a pas réussi à vendre la moitié de ses terres, donc je suis allé le revoir, je lui ai refait une proposition. Et donc après, il nous a octroyé vraiment les terrains et on a pris plus que la moitié de la zone artisanale. Et donc là-dessus, on a monté une usine assez moderne de 8 000 mètres carrés qui nous permettait en fait
d'avoir vraiment une continuité et de pouvoir produire sur place aussi bien du jus de pomme, des pétillants de pommes, des compotes, des purées, voilà un peu toute Toutes la les gamme activités de toute la gamme transformation, quoi. et tout est sur place. Et donc le fait en plus qu'on était sur le Mine et que je leur avais expliqué clairement que je pouvais pas quitter le Mine sans avoir déjà un bâtiment quelque part d'autre parce que j'aurais perdu toute ma transformation. Parce que Mmh. quand tu as des pommes Oui, qui restent. d'ailleurs, quand tu es au déménagement du Mine, vous faites, quel volume? J'entends pas, je tiens pas à voir les chiffres d'affaires, mais peut-être même en tonnage de ce qui est produit, par En exemple? fait, alors, quand on part du Mine, on produisait environ, on avait besoin en gros de, 6,5 à 7 tonnes de pommes par jour Ah ouais, d'accord, pour OK. pouvoir, oui. Et donc l'usine qui est à Remouillet, elle produit entre 12 et 14 tonnes, donc en fait le double. Mmh. Donc il fallait absolument qu'on puisse quitter le Mine de Nantes, aller trouver quelque part une unité de transformation qui permettait de répondre aux attentes du marché. Et Mmh. donc là, la quantité de pommes que tu as besoin est énorme. Nous-mêmes, on produit les bonnes années entre 2002 et 2500 tonnes de pommes. Voilà. Nos partenaires, parce qu'on va parler de ça après, on a des partenaires parce que, encore une fois, je suis rentré pour moi, une économie également collaborative, on a avec des gens du coin, mais local. Très Mmh mh. important pour moi, le local. Donc, entre-temps, on avait monté une association qui s'appelle les Vergers d'Avenir. Et donc, on avait trouvé 7-8 vergers qui avaient la même approche que nous au niveau des valeurs, de la nourriture, de la qualité des fruits. Et ils ont pris la même variété que nous. Et ils sont tous dans les pays de la Loire, pas loin, toujours local, c'est très important. Le mile américain, hein, pas plus loin que ça, pour travailler ensemble. Et donc là, on a monté tout ce projet avec eux. Et donc, on avait d'autres pommes à eux. Donc nous, on avait notre 2200, 2500 pommes. Eux, normalement, ils apportent entre 1200 et 1500 tonnes de pommes. Ça fait 4000. Et puis, il nous fallait encore 2-3 000 tonnes de pommes. Alors, il y avait deux possibilités. C'était de trouver des partenaires en France, mais très peu étaient en biodynamie comme nous à ce moment-là. Et puis moi, j'avais monté une association européenne dans laquelle on était présent en tant que Français, qui s'appelle EBC, Europäisches Bioobstforum, voilà, EBF, Europäisches Bioobstforum, des Allemands, à l'origine du côté d'Hambourg, et on était, en tant que Français, on était présents. Et là, on avait la possibilité de trouver toute une gamme de produits complémentaires en biodynamie qui complétaient les besoins qu'on avait pour la transformation. Donc, en fait, la grosse partie venait de chez nous en France, et puis un tiers, disons, de ce temps-là, venait des pays limitrophes, mais tous comme nous, dans la même mentalité de la biodynamie qui était important. Ce qui a permis, en fait, d'approvisionner normalement de ce temps-là, je dirais toute l'usine. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, on a une tendance qui est différente où les gens vont vraiment rechercher en France avoir des produits locaux. Donc aujourd'hui, on a pas mal de contrats, avec plusieurs sociétés donc françaises. Quand tu vas travailler par exemple pour Monoprix et faire une purée haut de gamme pour Monoprix, ils veulent que ça soit origine Pays de la Loire. Donc là, on voit qu'on a l'origine de la Pays de la Loire. Mais comme on a les vergers d'avenir autour de nous et tout ça, on a donc il y a ce qu'il faut. Dans le Mmh. passé, c'était pas tout à fait ça, mais après le Covid, il y a eu un Non, changement on va y important. revenir. Ah ouais, si tu veux, là, les gens, Je me permets de permettre de ouais, reprendre ton souffle, mais tu me coupes sans problème, parce que moi, je peux parler des heures avec passion de tout ça. mais c'est C'est bien. parfait. Mais j'apprécie, ta passion. Avant d'aller plus loin, c'est une question technique parce que on parle beaucoup des méga-bassines. Tu as parlé du fait de créer un étang. Et qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que j'imagine c'est loin des méga-bassines dont on Ça, entend beaucoup parler à droite à gauche. Et est-ce que tu peux peut-être préciser un peu ça? Parce que c'est vraiment la question de néophyte là que je te c'est pose. strictement l'opposé. Mmh. Ça veut dire que la méga bassine, ben, on va dans 90% des cas, on va les pomper. On Ouais. va les pomper dans les nappes Mmh phréatiques mh. et donc on va aller chercher l'eau tout à fait là en bas et puis on va le stocker à un endroit en prévision Mmh. tout en sachant qu'il va avoir une évaporation sûre et certaine. Bien sûr, ouais. Nous, c'est pas du tout pareil. Nous, on fait vraiment des étangs, des bassins à l'ancienne. Mmh. D'abord, toute la terre, on la récupère. Ouais. Tout le fond, c'est de l'argile naturelle. Ouais. Il y a pas de bâche plastique, plein de trucs comme ça. Mmh mh. C'est vraiment ça. Et donc, en fait, on creuse dans nos propres terrains et tout l'eau qui tombe dedans est de l'eau qui vient du ciel, tout Ouais, tout à simplement. fait, ouais. Alors, c'est une énorme différence. Mmh mh. Alors, Et et puis moi, en je plus, pense que, tu recrées de la vie parce que voilà. n'importe quel point d'eau est très bénéfique, Et en quoi. plus, l'étang, si tu venais voir, l'étang, il a une forme particulière. Il est en forme de papillon. Mmh. Pourquoi?
Parce que bien entendu, c'est très important, c'est qu'il y a un mouvement dans l'eau. Parce qu'il Mmh. faut dynamiser l'eau. Quand tu dynamises l'eau, derrière, quand tu Ouais, vas elle est la pas repomper statique, ouais. et que tu vas la mettre au niveau de tes arbres fruitiers, c'est pas la même qualité de l'eau du tout. Mmh. C'est pour ça aussi qu'on a 2 étangs. On a un énorme étang de 70 mètres cubes. Il y en a un autre qui est au-dessus. Et donc, tous les eaux pluviales et tout ce qui vient, toute l'exploitation des 35 hectares sur eau mouillée, tout cette eau est récupérée dans le premier étang. Et derrière, en dessous, on a des vasques en biodynamie qui vont dynamiser l'eau avant qu'elle arrive dans le grand étang. Mmh. Et dans le grand étang, en plus, comme l'expliquait, on est en forme de papillon, de façon à avoir un mouvement, d'avoir de la vie. Parce que quand on parle des coteaux, c'est le vivant, c'est le vivant. Mmh mh. Et donc ça, c'est quelque chose de très important. Mais ça n'a rien à voir avec les bassines, hein, avec les Mmh. cabassines. C'est tout à fait Oui, non, l'opposé. mais c'est pour ça C'est, que je suis pas du tout là-dedans, moi. je Donc, me doutais que c'était pas l'approche, mais j'imagine en tant que néophyte, poser la question, ça voilà, permettait voilà. d'en Une lever le doute. réponse très précise, parce qu'en fait, tout est naturel, quoi. Hein. Et Mmh mh. l'argile, quand c'est bien mis au fond et tout ça, tu as pas meilleure protection, ça n'a jamais fouillé, il n'y en a Bien jamais, sûr, ouais. jamais une perte, rien du tout. Hein. Mmh mh. Ah non. Ouais, tout à fait. Et en fait, j'en reviens à cette intervention. Ce que j'avais trouvé passionnant, c'est que tu avais raconté que bon, bah, là, tu nous as très, très bien raconté les grandes étapes de développement avec les choix de transformation, et cetera, et cetera. Mais malheureusement, notamment les 10 dernières années, vous avez eu des sacrées galères, que ce soit d'un point de vue business, mais aussi tu as un petit peu commencé à l'évoquer, d'un point de vue, bah, des invasifs, et cetera. Est-ce que tu peux, nous les raconter, enfin voilà, tout simplement nous dire, bah, c'était quoi les premiers tu évoquais 2019 l'arrivée Ouais. de parasites, par exemple, du sud de la France ou peut-être même du sud de l'Europe? En fait, 2017, construction, 2018, on inaugure l'inauguration de l'usine. Mmh Elle mh. tourne super, 19, on produit sans problème en 2019 et on arrive 2019, on arrive en 2020 et là, on arrive au moment, que le covid se déclenche, première chose. Et en même temps que le covid se déclenche, il y a 2 phénomènes. Le premier, là, avec le covid, une demande, accroissante, incroyable. Ça veut dire que les gens étaient chez eux. Ils voulaient des produits sains, ils voulaient des produits bio, ils voulaient plein de choses. Donc, par exemple, tu vois, on fabriquait 2000 pots de 1,7 kg de purée de pommes par mois. Mmh. Là, on est passé à 5400 semaines. Donc, c'était l'usine, heureusement qu'on avait construit cette usine parce qu'elle était toute neuve, elle tournait à fond. Donc là, vraiment impeccable, hein. Vraiment une année magnifique, l'année du covid, là, en question. Ouais, mais en Mais plus en même temps, ouais, je sais pas tout ce qui se passe, mais la nature commence à changer. Et là, on voit arriver des parasites, des insectes qu'on n'avait jamais vus, qui viennent de la Méditerranée, qui viennent de plus loin et qui endommagent fortement le verger. Et donc, autant on avait une récolte intéressante, on avait des pommes, de ce qu'il fallait, mais la récolte d'après, on voyait qu'elle commençait à être, ça allait être très compliqué parce que mmh. on voyait qu'on allait perdre une partie de la récolte. Et donc, dans ton bilan, autant tu peux avoir des belles ventes en transformation et tout se passe bien, mais tu sais déjà qu'il faut que tu intègres, je dirais, les prévisions pour l'année d'après. Et donc, tu te rends compte que tu vas pas avoir une bonne année l'année d'après, quoi. Voilà. Mmh. Et alors, ce qu'on n'avait pas du tout prévu, c'est que, cette année Covid était très bonne. L'année d'après, bien, en effet, on avait les déboires, la récolte qui était moins bonne, amochée par la carpeau. Et en même temps, ben, après le Covid, le bio s'effondre. Et donc, on perd, la première Donc là, on année, est déjà 2021, c'est vraiment bon, à l'effondrement. partir de mai Tu pas le 2021, tu pas le seul à invité du podcast à à raconter cet effondrement, ah bah, qui a alors là, suivi le Covid, hein. c'est 2021, c'est 8% de baisse de chiffre d'affaires. L'année d'après, c'est 11% en plus. L'année d'après, c'est de nouveau 9% en plus. Donc, on perd en tout 22-23% de chiffre d'affaires en 2 ans et demi, 3 ans. Une entreprise qui vient d'investir 8 millions d'euros dans une toute nouvelle usine avec une activité qui est en baisse, ben, c'est lourd, c'est difficile. Bien sûr, Et ouais. alors là, après, faut être humble, hein. Après, bon, c'est pas grave, on avait une trésorerie, on avait tout ce qu'il fallait, on avait les banques qui nous accompagnaient, donc ça se passe bien. Mais alors après, galère l'année d'après, 2022, on gèle. 2023, on Donc regèle une seconde les fois. gels, du printemps qui étaient Gel du quasi printemps. inconnus, On dans gèle, la région ouais, nantaise en plus. pour des raisons qu'on ne comprend pas, mais surtout une gelée noire très dure. Une gelée noire, c'est une gelée qui vient du pôle, qui est très très haut en altitude, et puis qui subitement, le ciel s'ouvre, ça descend fortement, mais les températures, c'est pas du -1, du -2, c'est du -6, -7. Oui, Et donc ça, naturellement, -6, irrécupérable. -7, bah, c'est fini, hein. On parvient pas. Donc on perd une très grosse partie, 2 ans, les grosses parties de récolte, et donc on se trouve dans une
situation très difficile, avec une activité de transformation qui est bonne, mais en fait l'usine a été construite pour produire 40-45 000 pots par an, par jour, pardon, par jour. Et là, on produit 25 000, donc c'est pas du tout la rentabilité qu'on évoquait. Et les pommes, pendant 2 ans, on n'en a pas. Je crois que dans un chiffre, je vais être très simple. La première année, on a perdu 620 tonnes à 1,50 €, tu calcules, c'est 1 million de pertes. Et tu peux rien faire. Tu peux rien faire. C'est la nature. Il faut que tu l'acceptes. Et donc derrière, bien entendu, il faut trouver des financements, la trésorerie pour pouvoir continuer, parce qu'on est totalement dépendant de ça. Alors, ces 2 années-là ont été très compliquées. Après, le marché s'est stabilisé, mais il n'y a pas eu de reprise vraiment. Donc, peu de reprise au niveau de la transformation. Par contre, une énorme fidélité à la marque Autonantais, parce qu'on fait des produits de qualité, parce que ça a du sens, ça a du goût, les gens ont du plaisir avec ça. Donc, Je ça se passe. confirme. Ah, mais ça, tu vois, ça se passe. Il n'y a pas de problème sur le produit, sauf que le marché, il est plus là. La grande distribution qui avait très fortement investi dans le bio, Se pourquoi ils investissent? retourne. C'est parce qu'ils savaient leur petite marge, quoi. Mais là, il n'y a plus de marge, il y a plein. Non, hop, ils déréférencent une grosse partie, le marché s'effondre. Une réaction bizarre du peuple. Les gens, en fait, ont toujours acheté du bio en espérant que ce serait un produit qui serait excellent pour leur santé. Et en fait, là, du jour au lendemain, ils se rendent compte que le Covid, en fait, on a réussi à résoudre cette problématique en moins de 14 mois. 15 mois, on a trouvé les produits, les vaccins, des choses comme ça. Et donc, les gens sont moins inquiets pour leur santé. Mmh. Et c'est la première chose, donc ils sont moins tendance à dépenser un tout peu d'argent là-dessus. Après, il y a après le Covid cette baisse de pouvoir d'achat qui touche, voilà. Et seconde chose, qui est beaucoup plus important, il y a quelque chose qu'on a tous connu, le soif de liberté. Mmh. Ça veut dire qu'après le Covid, on a été enfermés, et les jeunes disent: «Attends, la vie, c'est autre chose, là. Faut qu'on vive maintenant, faut qu'on bouge». Mmh. Et donc les gens commencent à employer une partie de leur budget pour plutôt voyager, pour leurs loisirs, pour d'autres choses, et attachent un peu moins d'importance à la nourriture. Ça, c'est vraiment un phénomène. Surtout Tout ça conjugué. quand tout le monde est comment dirais-je, est confiné, effectivement, il y a qu'un seul budget que tu peux utiliser, Voilà. c'est la nourriture. Donc effectivement, il y a eu un espèce de pic et tu l'as très bien expliqué, c'est reparti dans un autre sens, quoi. Donc ça a été une période difficile, parce que derrière, en tant que dirigeant, il faut que tu continues à garder tes valeurs, à dire: voilà, on a créé l'entreprise sur cette base-là, on a une équipe, des jeunes qu'on forme, qu'on accompagne, ils doivent avoir un projet d'avenir, il faut continuer à les garder, bien que financièrement c'est dur, et peut-être que j'aurais dû me séparer d'un nombre de collaborateurs, mais c'est pas mon projet de vie. Mon projet de vie, c'est de dire: j'accompagne les gens. Je pense que le rôle d'un dirigeant aujourd'hui, c'est de faire grandir les gens autour de soi. Et moi, c'était vraiment mon côté, c'est mon éducation peut-être judéo-chrétienne flamande. Souvent on me dit ça, t'es un vrai flamand, là, les gens ils sont comme ça. On a été éduqués comme ça dans les familles, on respecte beaucoup les gens, et moi c'est quelque chose qui pour moi est très important. Et comme j'avais fait un management dans lequel je faisais énormément confiance aux collaborateurs, avec une délégation franche et participative, pour moi c'est très important. Je voulais pas changer ça, c'était important. Et dans cette période difficile après le Covid, il faut se serrer les coudes, il faut que tout le monde puisse rebondir et qu'on puisse pas penser à l'avenir. Donc on a serré les vis, on a expliqué à nos actionnaires, on est fonds d'investissement, que malheureusement la nature nous avait pas accompagnés, qu'il fallait tenir le coup, et que ça allait repartir. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Le bio est reparti avec une mini-croissance, mais une vraie croissance, mini-croissance. Peut-être plus saine, quoi. Voilà, et c'est plus sérieux. Je dirais également tous les gens les opportunistes il y avait beaucoup trop de magasins bio en France. C'était divisé, on a perdu 30% des magasins, mais ceux qui sont là ont eu de la résilience, sont bien, ont des vraies valeurs, et je pense que c'est une très bonne chose pour l'avenir. Et là, on voit bien que ça va repartir. Mais ça a été une période difficile. Et c'est surtout très difficile parce que quelque part, pour moi, l'humain dans l'entreprise, c'est quelque chose de très important. Et puis on a des engagements locaux. Les engagements locaux. Moi, j'ai des engagements avec Audencia, je travaille avec une chaire, j'ai des engagements avec les vergers d'avenir qui sont nos partenaires. Il faut continuer avec ça. J'ai des engagements avec des fournisseurs. Et la plupart des fournisseurs sont locaux également. Ouais, donc là, tu avais vraiment aussi créé
un écosystème autour Exact. des coteaux donc Cet écosystème, pour moi, il était très important. C'était la réussite, et les collaborateurs étaient attachés à tout ça. Donc on a continué comme ça en disant qu'on allait laisser passer l'orage et puis qu'un jour on assurait l'avenir. Donc voilà, on a laissé passer l'orage. Voilà, on est reparti. Voilà, j'ai trouvé ce qu'il fallait et puis après, on est arrivé à une phase, on en parlera après, une phase où, en tant que dirigeant, il faut un jour penser à passer la main, quoi. Donc voilà mmh, et donc j'ai commencé à réfléchir à passer la main il y a de ça environ 18 mois, 20 mois, en disant voilà, ben, je pense qu'aujourd'hui j'ai fait mon temps, j'ai eu ma façon de diriger l'entreprise. J'avais une stratégie qui était basée sur l'humain, qui était basée sur l'économie circulaire, locale, sur la collaborative. Peut-être qu'aujourd'hui, ben, c'est peut-être une chose différente. Il faut peut-être faire les choses différemment. Et donc, c'est plus moi qui peux faire ça, mais ça doit être des gens plus jeunes qui, quelque part, ont une approche probablement différente en espérant qu'ils ont la même valeur, le respect du bio, on va dire, le respect du voilà. Le projet des coteaux, c'est vraiment, produire, cultiver des produits sains, des produits de qualité, des produits qui ont du goût, qui ont du plaisir et ceci dans l'esprit du vivant, quoi. Et que ça continue comme ça et le respect de la terre, quoi. Pour moi, c'est très important. Après, j'espère que la suite, ce sera quelque chose d'identique à ce côté-là. On a fait notre temps, on a fait ça le mieux possible avec des alors choses. Voilà. alors justement on va revenir aussi sur ces épisodes-là que tu as évoqués parce que je pense que tu as fait ton temps, mais tu as appris beaucoup de choses et c'est ça que j'aimerais qu'on puisse, aussi, garder. C'est tous ces enseignements que tu as pu en sortir. Si on revient par exemple, hem, à ces invasifs, enfin à ces insectes, qui venaient de Méditerranée comme tu disais, qu'est-ce que tu as mis en place? Comment tu as fait en sorte pour, anticiper les prochaines invasions? Comment tu as fait, Hein? pour J'explique. travailler là-dessus? Nous, en fait, dans le sud de la France, déjà, ils étaient embêtés par certaines choses. Mmh. Nous, on n'avait jamais connu ça et donc quand on avait arrivé tout ça, je me dis: «Non, mais alors attends, c'est quand même quelque chose de surprenant que ça arrive jusqu'à nos frontières parce qu'on a des conditions climatiques qui sont bonnes». Qu'est-ce que j'ai fait? On était membre de, comme je expliquais, d'EBF, hein, Europäisches Bioforum, avec des Italiens, des Allemands, j'étais grec, voilà, tout ça. On se réunit chaque année pendant 4 jours, souvent en Allemagne, en Italie, c'était en France chez nous aussi. J'ai dit: «Écoutez, messieurs, vous avez ce même problème?» «Ah ben, nous, on a la même chose, hein, voilà, très bien». J'ai dit: «Alors, vous faites quoi?» Et donc là, on commence à avoir la chose intéressante parce que tu as un échange au niveau international sur quelque part les solutions qu'eux ont trouvées. Alors eux ils ont trouvé des produits, par exemple, on s'appelle ça un pulver. Ils se mettent un truc en haut des vergers et puis ils aspergent, toute la nuit, entre une certaine période, ils aspergent des produits naturels qui, quelque part, voient que tous ces carpocaps, tous ces attaques disparaissent. Donc ils ont trouvé un produit à ce niveau-là. D'autres que j'ai été voir me disent: «Non, Benoît, t'as qu'une solution, faut mettre des filets». Et donc là, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti en Italie. On est allé voir des vergers très spécifiques où ils avaient vraiment souffert beaucoup de ça et on a trouvé des filets qu'on n'avait pas chez nous en France avec avec d'interstices, des petits grains beaucoup plus fins et donc on a décidé, période où on perdait de l'argent, au niveau des vergers. Heureusement, on a gagné au niveau de la transformation, mais on en perdait. Il faut dire les choses comme elles sont, on perd de l'argent là-dessus. On a décidé, j'ai dit, de façon d'une autre, j'ai été voir les financiers, j'ai dit, faut nous aider, il faut croire en nous, faut aller de l'avant. On va équiper une grosse partie des vergers, les vergers les plus anciens. Il faut vraiment qu'on bosse là-dessus. Et on a acheté des filets en Italie avec des mailles très fines qu'on a installées et derrière, ben, les résultats étaient probants parce que, ben, l'année d'après, 85 de la production était là. Mmh. Donc on a perdu ce qui était sous filet, on a eu 85 de réussite de la production. Ce qui était pas sous filet, on a perdu 60. Mmh. Donc ça nous a demandé pendant 2-3 ans de réinvestir chaque année entre 70 000 et 150 000 € de filets et qu'on a mis dans les différents vergers. On a équipé la moitié des vergers avec ces filets.
Mais alors, Seconde chose ouais. qu'il faut rajouter à ça et qui est très cher, c'est que bien entendu, avant, tu passais, avec tes tracteurs, avec tes machines très facilement partout pour faire tous les traitements naturels, dans tes vergers. Là, à chaque fois, il faut que tu soulèves les filets, que tu remettes Mmh. en dessous. La cueillette, pareil, quand tu cueilles. Il faut donc vraiment, c'est tout à fait une autre approche et ça demande de nouveau des économies et une qualification de personnel important. Pourquoi j'insiste sur la formation des gens qu'on a chez nous? C'est ça la grande force des coteaux. Quand je parle récolte, tu vois, je parle de récolte 2 secondes parce que c'est important. Au Vas-y. niveau des récoltes, les gens disent: «Benoît, mais attends, il faut que tu ailles faire comme les Allemands, comme les Italiens, tu dois aller chercher les Moldaves, tu dois aller chercher les Mmh. Turcs, tu dois aller chez là». Sinon, on est local. On est local, on a des valeurs. Donc derrière, je dis: «On fait travailler les gens du pays». Qui est-ce qui vont acheter mes pommes? Pas les Moldaves en question. Ce qu'ils vont acheter, c'est les Français. Mmh mh. Je dis: «Dans quel cas, on fait travailler». On a eu plein de propositions, d'autres gens qui viennent de très loin et on a toujours fait travailler le local. Et tu n'as rien de mieux que le local parce que les gens y reviennent chaque année, ils sont très fiers de travailler dans l'entreprise et en fait, le coût final est plus élevé et c'est vrai que quand mon copain qui est à Hambourg, quand il fait venir des Ukrainiens pour faire la récolte, ça lui coûte, à l'heure, ça lui coûte 5,70, chargé, ça lui coûte 8,40 et moi, ça me coûte 17,20, hein, c'est pas la même chose du tout. Mmh. Donc mais c'est tout le problème de l'Europe, ça, hein, c'est tout le problème de l'Europe. Mais Bien sûr. mais c'est des choses importantes. Je pense que on peut pas avoir un projet d'entreprise si le projet d'entreprise, il n'est pas intégré dans la région. On a les aides de la région, on a tout de la région, donc faut faire confiance aux locaux. Voilà, c'est ce qui est important pour moi. Ouais, on est complètement d'accord et justement, j'aimerais juste finir sur ce point parce que tu as rencontré finalement tes confrères, tes consoeurs, des autres pays d'Europe. Oui, Vous avez même créé une association, ouais, si je ouais, me souviens bien. ouais, C'était ouais. pour partager En f toutes ces en fait, oui, on a bonnes monté quelque pratiques. chose qui s'appelle EBF, hein, je rajoute EBF, en allemand Europäisches Bio-Obst-Forum. Bio-Obst, c'est tout ce qui est fruits bio, hein, le Ouais. forum et on se réunit chaque année, 3 jours, 4 jours, ceci 2 fois par an. Une fois en été, alors d'une façon très importante et puis également l'hiver, pour faire un point sur la récolte et tous les et là donc en fait, on échange sur plein de choses. On échange d'abord, sur le volume du marché, on échange sur les différentes variétés et les maladies qu'on peut avoir ou pas avoir sur certaines variétés. Voilà, dire est-ce que ça tient, la productivité de chaque fruit et donc on va carrément dans les pays, la dernière fois on était en Italie, on va dans les vergers, on regarde les arbres, on voit comment ils poussent, on regarde quels sont les porte-greffes qu'il faut qu'on mette. Donc il y a Mmh. toute une approche technique et donc il y a également l'autre approche qui est une approche d'échange sur, voilà, qu'est-ce que va être le marché du bio demain et après-demain? Quelles sont les mesures qu'on prenne pour mettre en avant le bio? C'est le souci aujourd'hui en France où l'agence bio avait un budget magnifique et puis l'État a décidé de couper là-dedans, je me demande pourquoi. Mmh mh. Et en fait, on avait bien démarré avec une bonne communication, le bio redémarrait. Et eux, par exemple, dans d'autres pays, ils ont des aides incroyables. Quand tu vois que nous, il faut qu'on paye l'eau, il faut qu'on paye tout, ils viennent nous couper l'eau parce que il y a une organisation l'OBL là qui vient dire, écoutez, non, l'eau là, ça vient d'une rivière, il faut détourner ça, on n'a pas d'eau. En Italie et quand ils sont dans la région du Sud-Tyrol et tous les jours, ils ont droit à pomper autant d'heures gracieusement payées par l'État. Alors c'est tout à fait donc en fait, il y a toute cette concurrence déloyale au niveau européen où nous, on n'est pas très, très bon en France et ça, c'est vraiment quelque chose qui joue un rôle également dans la commercialisation et mais le fait d'avoir tous ces contacts européens nous permettait vraiment d'avancer, d'avoir les bonnes vis-à-vis des autres en France, d'avoir les bonnes variétés, et ça, c'est très important d'avoir les bonnes variétés pour le goût, les saveurs. C'était vraiment là-dessus qu'on a beaucoup travaillé, quoi. Ça a beaucoup. Et justement, ça m'amène à un autre sujet que tu as peut-être, rapidement évoqué, mais, tu as évoqué donc, des invasions, enfin notamment liées à la biodiversité, mais, le fait aussi que je crois que c'est en septembre 2023, vous êtes sur le point de récolter certaines pommes et d'un coup d'un seul, les pommiers rebourgeonnent parce qu'à ce moment-là, du côté de Nantes, il fait très chaud. Un coup de chaud. On a des nuits à 25-30 degrés en plein mois de septembre. Enfin, ce que je m'en souviens très bien parce que j'ai des souvenirs moi, de nuit, bref. Et en gros, à ce moment-là, tu racontes, vous avez perdu 450 tonnes de fruits, quoi. Un 2 3.
Alors qu'ils étaient ils Ah, étaient écoutez, prêts à c'était être la récoltés, quoi? récolte était bonne. Alors, on sait qu'en fin de saison, quand il fait chaud, sur, septembre surtout, tardivement, tu peux attraper des coups de soleil. Ça veut Mmh. dire quand le haut des arbres va être légèrement brûlé, Mmh. parce qu'en fait, il fait beaucoup trop chaud. Mmh. Ça, c'est une première chose. Et là, on est rentré dans une période où pendant 5 semaines, la chaleur était intense. Ouais, tout à fait. Et nous pensons, après avoir réfléchi à tout ça, nous pensons qu'en fait, les arbres fruitiers, qui ont des cycles, comme les humains, ils ont des cycles, et ben, ils se sont rendus, ils se sont dit, tiens, mais c'est pas, la chaleur à la base, c'est pas normal du tout. Et donc, ils ont réagi tout à fait différemment. Ils n'avaient plus d'eau, ils n'avaient plus rien du tout, et ils ont commencé à dire, ben, on laisse tomber nos pommes. Ils pensaient que la prochaine saison allait déjà être prête parce que pour eux, c'était fini, et ils ont laissé tomber une partie de leurs pommes. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation qu'on n'avait jamais anticipée, et c'est arrivé surtout dans les pays de la Loire, parce que les gars dans le nord de la France, ils n'ont pas eu la même chaleur que nous, et ils n'ont pas eu ce même phénomène. Et donc là, on a eu vraiment 450 tonnes de pommes. On avait une récolte de 1800 tonnes, et en fait, on s'est retrouvé avec une récolte à 1300 tonnes. Mmh. Mais de nouveau, perdre 450 tonnes quand c'est compliqué, à 1,50 € ou à 1,40 €, n'importe, c'est encore une fois une perte où on n'avait pas prévu du tout. Mais c'est vraiment dû à un changement climatique Mmh. très important. Ce phénomène-là, il n'existe pas en Italie ou là-bas, où là-bas, ils ont une chaleur qui est très importante pendant un grand nombre de mois. Mais nous, normalement, Ouais, mais là, les dès variétés de pommiers, septembre, elles étaient prêtes. Enfin, ah en oui, tout Italie, était elles sont prêt. prêtes, mais Et alors que septembre, on cueille et normalement, la température baisse. ouais. On a des nuits fraîches et ces nuits fraîches colorent le fruit et normalement, on a des magnifiques récoltes. Et là, il y a rien qui s'est passé, que de la chaleur. Mmh mh. Et donc, il y a jamais eu de nuit fraîche. Le problème, c'est que la température, même la nuit, est pas descendue en dessous de 25 degrés. Et Ouais, les arbres ont tout à bien fait. compris. Ouais, tout à fait. Bah, Donc ça, c'est un bonne phénomène. nouvelle au moins pour Ça, cette année, j'ai l'impression qu'il y a eu ça des nuits aussi, c'est bien bien. fraîches. Cette année-ci, c'est super. Il y a aucun problème. Les jeunes repreneurs, là, ils vont être contents parce ils ont une très belle récolte. Ça se passe très, Bon, très bah, bien. Il y a tant pas mieux de pour eux. problème. Je suis content pour eux. Et donc ça, c'était des enseignements clés et puis tu as beaucoup évoqué aussi, bah, les moments difficiles, d'un point de vue économique avec, comme tu l'as dit, la nature vous a pas suivi et puis, l'effondrement du marché bio. Comment justement toi tu as fait en sorte de tenir, avec tes équipes, pendant ces périodes-là aussi? Enfin, tu en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais revenir un petit peu sur ces enseignements clés. Qu'est-ce que tu as bien fait? Qu'est-ce que tu aurais peut-être mieux fait, Mmh. sur ces périodes-là qui étaient sûrement très difficiles? Pour moi, dans une entreprise, il y a deux choses très importantes. La première chose embêtante, c'est le capital humain. C'est les gens de ton entreprise. Voilà. Et la seconde chose, c'est le patrimoine des clients. Ce sont deux choses importantes. Donc, dans ces périodes difficiles, la première chose à faire, c'est d'abord d'aller voir tes collaborateurs et dire à des collaborateurs, écoutez, on est dans une période difficile, c'est compliqué, mais on va tous réussir ensemble. Mmh mh. Et donc, faut bien leur expliquer la situation réelle de l'entreprise. Ils sont que financièrement c'est compliqué, la trésorerie c'est compliqué, mais on a des lignes de crédit qui nous accompagnent, on a des partenaires financiers, donc ça va passer. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est de se décourager, je dis. Faut Mmh. continuer. Et donc, deuxièmement, je dis donc votre rôle à vous maintenant, c'est d'une façon ou d'une autre d'être solidaire, de vous accompagner, de sourire, d'échanger, de croire à l'avenir, c'est très important. Et secondo, de vous occuper à fond de vos clients et y aller. Et pas avoir peur de vraiment attaquer les clients, parce que là, c'est la seconde richesse. Et si on a ces deux éléments-là sur lesquels on travaille, eh bien, cette période, on va la passer. Mmh mh. Seul, je la passerai pas. Mmh mh. Je peux pas, j'ai pas, mais avec vous, on passera. Mmh. Et en fait, je dirais la grande chance qu'on a eue, voilà, c'est que je pense qu'on a toujours eu une politique cohérente au niveau du personnel à laquelle on a fait confiance. Et dans ces périodes difficiles, il y en a aucun qui nous a laissé tomber. Mmh. Tout le monde s'est engagé à fond dans l'entreprise. C'est pour moi une grande chose. C'est souvent, je vois les entreprises, ouais, ben, c'est des collaborateurs, ouais, ben, on verra bien. Non. Les collaborateurs, c'est le partage, c'est tout expliquer, c'est les faire grandir, comme j'expliquais. Ça serait important. Je pense que la différence dans cette période-là, ça a été ça. Puis deuxièmement, c'est, ce qu'il faut le dire aussi, c'est le contact avec
Les banques, où il y avait j'ai eu beaucoup de transparence, beaucoup de franchise. Alors, on faisait des tableaux régulièrement, mais c'est pas facile, mais on compte sur vous. J'avais négocié des belles lignes de crédit, ils nous ont accompagnés jusqu'au bout. Convaincre les investisseurs, parce on avait des fonds d'investissement dedans, qui quelque part ont mis de l'argent, eux-mêmes ou via des collaborateurs, et leur dire que malheureusement, le retour sur investissement serait pas aussi rapide que ça, et qu'ils devaient nous accompagner jusqu'au bout. Bon, tout ça, c'était un travail difficile. Donc Ça a un gros été travail de partage de la vision ouais. et donc aussi de travailler la cohésion aussi bien dans l'entreprise qu'avec tous les partenaires en dehors de l'entreprise, quoi. Il faut être hyper présent en tant que dirigeant. Il faut y croire, et il faut avoir la santé, il faut donc vraiment, il faut bien être équilibré, il faut avoir le soutien de son épouse, de ses enfants. Non, mais tout ça joue un rôle incroyable, et il y a beaucoup de gens qui malheureusement n'y arrivent pas parce qu'il y a d'autres choses. Moi, j'ai eu une chance incroyable, c'est que mon épouse a toujours été à côté de moi, que mes enfants m'ont encouragé, que les enfants ont tous un bon job. Voilà, ils travaillent tous les 6, c'est super. Donc voilà. Mais c'est des périodes de la vie, et voilà, qui sont difficiles, et il faut être humble dans ce moment-là, faut espérer, il faut surtout avoir une ouverture d'esprit, et il faut être extrêmement transparent avec tout le monde, avec ses partenaires, avec ses banques, demander aux partenaires de repousser de 15 jours, aller voir les banques en demandant de prolonger tel crédit, de ne pas nous, voilà, c'est des choses. Mais tout ça, c'est parce que depuis 20 ans, j'ai toujours été très ouvert avec eux, j'ai toujours travaillé avec eux, je les recevais chaque année, les gens me connaissaient, voilà, et ça se passe toujours bien, c'est des bons partenaires. Ils ont pas, c'est sûr qu'ils aient préféré toujours accompagner les entreprises en plein développement, mais autant on est en développement très important pendant 20 ans, les dernières années avec la crise du bio et avec les changements climatiques, que vous n'imaginez pas, hein. Ils sont très importants, les changements climatiques. Oui, bien sûr. Nous, on voit ça tous les jours dans les vergers, hein, donc, Mmh. et ça va être très compliqué dans les années qui viennent. Faut qu'on fasse quelque chose, hein, c'est sûr. Le manque d'eau, si j'avais pas pris la décision il y a 15 ans de construire de faire creuser un énorme étang dans l'exploitation, on serait pas bien aujourd'hui, quoi. Alors ça Mmh. coûtait des sous, mais c'est très important. L'eau, quelque chose de vital pour l'avenir aussi, très Et important. justement, comment tu vois les prochaines années, même si évidemment, tu n'as plus de rôle, opérationnel, on Non, va dire, voilà. dans l'entreprise, mais quels sont comment tu perçois, ces années à venir pour, les activités arboricoles, alors décotonnantais évidemment, mais peut-être même, en règle générale en France? Hem, je pense que il faudra que on modifie certaines choses. D'abord, première chose, j'ai parlé de l'eau. Donc, je pense que tous les gens qui n'ont pas d'eau, d'eau dans le sud, ou qui n'ont pas suffisamment d'eau, sont obligés de s'en équiper. Donc, quelque part, non pas construire des méga-bassines, surtout pas, mais construire des étangs naturels, de façon à être indépendant, et pas devoir, voilà, pas dépendant de ce qui va arriver. C'est la première chose. Ça, je pense que c'est important. Deuxièmement, il faudra changer, les variétés. Et Mmh. donc, on a été obligés, nous, de changer pas mal de choses. Il y a des variétés qui vont plus, tu vois. Dans le passé, on produisait la belle de Boskop ici, Mmh. on produisait de la cox orange, on peut plus produire. La température a changé Là, c'est et beaucoup ça trop fonctionne, chaud elle est pour ces trop chaud, variétés-là, ça oui. fonctionne plus. Donc tu es obligé de revoir, les différentes variétés. Il y a d'autres gens qui quelque part, tu vois, on commence à dire, peut-être produire des noisettes, quoi, peut-être produire d'autres choses, quoi, produire d'autres fruits, parce que quelque part on n'arrivera pas à aller de l'avant. Là, je suis belge d'origine, j'ai un de mes amis, j'étais la semaine passée en Belgique, il est allé faire la récolte du vin dans un vignoble dans le sud de la Belgique. On en est où là? Mmh. Donc c'est des trucs qu'on n'avait jamais connus dans le passé. Donc en fait, il y a tout un changement climatique et un réchauffement qui est clair, net et précis. Donc il faudra bien réfléchir à varier un nombre de choses. Et donc il faudra peut-être penser, moi, je dis que dans une exploitation comme celle de Coton-Nantais, il faudra peut-être diminuer, je dirais, l'activité arborologique et peut-être produire des pêches ou produire des pruneaux ou produire d'autres choses. Mais il faut pas avoir peur de faire ça. C'est une nouvelle stratégie. C'est ce que j'appelle, vraiment, modifier un tout petit peu sa gamme de produits. Ça rentre dans l'économie de la fonctionnalité où tu dis: «Alors qu'est-ce que je vais faire demain?» Eh ben, les fonctions de demain, ça plus les fonctions d'aujourd'hui. Mmh Et mh. donc je pense qu'en effet, on devra peut-être aller vers les productions d'autres fruits, quoi, voilà. Mmh mh.
D'un autre côté, je pense qu'il faut également évoluer sur ce qu'on a mis en place sur le côté circulaire. Ça veut dire que, ben, on est parti à la base des pommes, on a fait la transformation, après derrière, il y a des pommes qui sont moins bonnes, on va les mettre en purée, en compote. Celles qui sont encore moins bonnes, on va faire du vinaigre de cidre et puis ce qui reste, on le récupère, c'est du compost, on le récupère et là, on est vraiment circulaire, on va les mettre dans les vergers on aura encore plus besoin dans l'avenir de compost, de façon à Enrichir renforcer la la terre, qualité ouais. du sol. Mmh. Parce que là aussi, le sol, il faut enrichir le sol par tous les moyens. C'est toute une évolution qui est en train de se faire, quoi. Mais ça, les nouveaux, les jeunes, ben, ils auront sûrement, j'espère, cette approche-là qui permettra d'assurer la continuité, je dirais, de l'exploitation, voilà. Mais Mmh. c'est un challenge, hein, c'est compliqué. Et faire appel à des gens, voir ce qui se passe également en Italie, ce qui se passe en Allemagne de l'Est, voir ce qui se passe en Ukraine, parce que là, c'est pareil, c'est des pays, c'est différent. Et c'est vrai que mon copain qui est producteur à Hambourg, il a pas tous les mêmes problématiques que nous à Nantes. Ça n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas le même climat du tout. Ils n'ont pas tous les problèmes de gel non plus parce qu'il fait tout le temps froid là-bas. Donc ils Mmh. n'ont pas ces problèmes-là. Donc tout ça, c'est vraiment, il faudra vraiment se faire accompagner par tous les instituts de recherche, innover sur les variétés, sur les fruits, voilà, pour qu'une exploitation puisse continuer. Voilà. Surtout qu'en plus, le vivant a besoin d'années, hein, tu l'as évoqué, hein, au minimum 4 ans pour, entre la plantation et les premiers fruits, donc c'est pas quelque chose qui se fait en 6 mois, quoi. C'est même beaucoup plus long, tu vois? Robert Dugas, qui était notre responsable, Simon Clénet, ben, ils vont donc, aller visiter les pépiniéristes européens et là, ils vont voir, des variétés nouvelles. Ils vont les goûter, les tester. Moi, j'accompagnais dans le passé, moi aujourd'hui et donc on goûte tout ça et quand on trouve quelque chose qui est bon, eh bien, on dit: «Voilà, très bien, donnez-nous une dizaine voilà, d'arbres, quoi. On va prendre 10 arbres et puis on les fait peut-être. On les observe entre 3 et 5 ans chez nous. On regarde chaque année ce que ça donne, les fruits, comment l'arbre pousse, quel est son porte-greffe. Derrière, on voit si les fruits, ils ont des maladies, ils ont chopé des maladies ou pas. Si voilà, tout ça, c'est des choses importantes. Et après 5 ans, on se dit, tiens, ces 2 variétés-là, sur les 10 variétés qu'on a testées, par exemple, ces 2 variétés-là sont bonnes. Et là, on va acheter ce que je t'ai expliqué, à l'hectare, 2500, 2800 arbres à l'hectare. Donc, en fait, il y a 3 à 5 ans de recherche pour voir si derrière il n'y a pas des maladies, si l'arbre il pousse bien, s'il y a une bonne productivité. Et après, on va investir et on va acheter 2500 arbres, 5 ans de plus. Donc en fait, le cycle, c'est 10 ans. C'est 10 ans. Putain, c'est fou. Donc c'est un cycle extrêmement long. Mmh. Et donc c'est pour ça qu'il faut pas se planter, quoi, hein. C'est vraiment, c'est un Surtout que travail. c'est impossible pour vous d'anticiper, quel, climat tu auras précisément dans 10 ans. Parce que bien sûr, il y a des prévisions qui vont prévoir des moyennes de température, mais les phénomènes des gelées, par exemple, c'était Faut pas savoir. difficilement imaginable pour vous il y a 10 ou 15 Ah ans, non, quoi. la grêle, on parle de la grêle aussi. La grêle, Oui, en plus, tout à regarde fait, très bon ce qui exemple. arrive avec la grêle aujourd'hui. On n'a jamais grêlé. Et donc, partout où on va, dans tous les vergers qu'on a plantés, on fait toujours appel à tous les vieux du village. Ils viennent toujours voir. Ils disent, lapin, hein, il y a un couloir de grêle. Lapin, il y a un couloir de grêle. Ils Ah savent, eux, ouais? hein. Ils savent. Tout ça, c'est important. Mais on se rend compte aussi que les couloirs de grêle changent un peu. Tu vois, par exemple, ici dans la région, les orages arrivent toujours au sud du lac de Grandlieu. Et Mmh. dans 85% des cas, il bifurque à gauche, vers la côte, vers la Baule. OK. S'il bifurque de notre côté, on chope la grêle. Hein. Mais Mmh. dans 85% des cas, ça part à gauche, parce que la nature est faite comme ça. Mais avec tous les changements climatiques, ben, Ça on a de plus en plus perturber les d'orages qui dynamiques. commencent à venir vers nous, quoi, tu vois. Donc tout Mmh. ça change. Donc tu peux bien planifier, mais c'est un sacré problème pour un arboriculteur, pour l'agriculteur aussi, de planifier tout à long terme. C'est pour ça qu'il faut aller vers d'autres, il faut aller vers d'autres types d'agriculture également. Il faut diversifier beaucoup. Beaucoup, tu vois, il y a l'agrobiologie, il y a plein de choses à faire qui sont différentes aujourd'hui. Je pense qu'on a à investir, il y a beaucoup les maraîchers aussi, ils ont des variétés, mais ils changent les variétés. La mâche, ça va une année, d'autres années, ça va pas du tout. Donc, tout ça, faut vraiment regarder l'évolution et tout ça dépend grandement du climat, quoi, du climat. Mais ça, toi et moi, on n'a pas d'influence là-dessus, malheureusement, C'est clair. ou pas assez, ou pas assez. Ouais, tout à fait. Et et s maintenant que tu es, plus en retrait, des coteaux, c'est quoi les
les conseils clés? Même si tu nous en as déjà donné beaucoup, hein, sur des sujets assez précis, mais c'est quoi les conseils clés qui te viendraient à l'esprit, pour être entrepreneur dans un contexte comme ça aussi changeant, comme tu l'as évoqué à l'instant? Bon après je pense être entrepreneur, c'est avoir de la conviction. C'est il faut vraiment avoir envie d'être ça, quoi. Il faut être envie de prendre des risques, il faut envie de on a envie il faut envie d'avoir des risques et il faut aimer les gens. Voilà. Parce que ce que je dis, mais il faut aimer les gens. Il faut que en fait, un projet, pour moi, un projet d'entreprise, c'est autour d'un thème central, autour d'un produit, penser à l'avenir Mmh. et voir qu'il y a un meilleur avenir, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Pour moi, c'est le thème principal et ça, tu le fais en créant une entreprise, en reprenant une entreprise, mais tout ça ne peut se faire, qu'avec des humains. Et donc d'où l'importance pour moi de s'investir dans l'humain, de s'investir dans des gens et les accompagner. Ça veut dire accompagner, c'est former et ça, c'est quelque chose qu'on a toujours fait au Couteau Nantais, les envoyer à gauche et à droite dans différents pays, voilà. Mes enfants sont partis dans différents pays du monde, apprendre des langues, apprendre à se débrouiller tout seul dans la vie. Je pense que ça, c'est pour moi le point essentiel. Et puis deuxièmement, je pense que dans mon cas, c'est le respect de la nature, quoi. C'est le respect de la nature. Pour moi, le plus beau chemin de la vie, c'est la nature. Donc voilà, donc je me suis investi à fond là-dedans, avec succès, avec un peu moins de succès. C'est pas important. Ce qui est important, c'est que dans la vie, tu as un projet, tu as un projet de vie. Toi, tu en as un, moi j'en ai un différent, voilà. Et que ce projet de vie, tu essaies de l'accomplir, voilà. Et l'accomplir seul, c'est extrêmement compliqué. Mais quand tu as entouré ta famille, quand tu auras des amis, quand tu as une équipe avec toi qui a envie de croire à ton projet, donc là aussi il faut être moteur, quoi. Il faut être moteur, il faut être visionnaire, il faut vraiment c'est un peu ça. Et il faut surtout avoir il faut surtout avoir un esprit d'ouverture, aller voir à gauche et à droite ce qui se passe, sentir ce que le monde demande, ce que le monde attend, ce que le peuple attend, et puis essayer de répondre à ça. Chacun à sa façon. Il y en a qui vont accompagner les restos du cœur, et ce qu'ils font, c'est formidable. Il y en a d'autres qui vont lancer une entreprise, il y en a d'autres qui vont reprendre quelque chose, il y en a d'autres qui vont faire que du bénévolat. Il y en a d'autres, c'est comme toujours dans la vie, c'est comme dans un cortège, hein, il y en a 3-4 qui sont devant et puis le reste on suit, hein, donc on pourra pas changer ça dans la vie, hein, voilà. Ouais, tout à fait. Donc prendre soin des humains, prendre soin du vivant aussi, porter une vision. Et il y en a un quatrième que j'ai oublié de noter que tu as dit, je l'ai plus, mais Non, mais la santé aussi, c'est important, tu vois? ouais. Ne pas oublier la santé, eh bien, ne pas se dépasser aussi, parce qu'on croit tous, on est que des êtres humains, avec des êtres humains. Et en fait, il faut bien penser à la santé, faut se relaxer, il faut avoir d'autres activités, d'autres loisirs, voilà. Mais il faut surtout avoir un projet, qui va de la et puis prendre des moments de recul. Tu vois, j'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui s'appelle Hubert de Boisredon d'Armor, Mmh. et Hubert nous a amenés à l'Airain, si tu veux, et on a fait je dirais un séminaire là-dessus. Et en fait, nous avons travaillé pendant 3 jours sur le silence. Et tu ne peux pas t'imaginer ce que le silence peut t'apporter. Mmh. Cet silence te permet de te restructurer intellectuellement, d'aller de l'avant, d'écouter, non pas planer, dire: «J'écoute des voix, des choses pareilles», non, tu écoutes la nature, tu écoutes, toi, le matin, tu te lèves tôt, tu accompagnes les pères et tu écoutes simplement leur texte à l'abbaye de Lorrain, de Lérins, tu écoutes ce qu'ils disent et tu écoutes les textes et tu prends le temps de les analyser et d'essayer de les comprendre, parce que je suis pas fait pour comprendre ça. Il y en a qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais rien que de faire l'effort de faire ça, après de couper, de partir, de se promener dans une nature vierge, et puis d'écouter, et donc de profiter du silence, je conseille à tout chef d'entreprise de faire ce genre de choses, parce que ça permet vraiment, d'aller de l'avant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, faut découvrir. L'idée de dire: «Voilà, je change de stratégie, je coupe,
Voilà, ça c'est aussi quelque chose d'important. Avec Bruno de la Rose, on est parti faire des learning expeditions aux États-Unis, où on a rencontré des tas d'entreprises différentes, des tas de gens différents, hein, du chef d'entreprise multimillionnaire, je dirais, au prisonnier qui a tué sa belle-mère, et qu'on retrouve dans un centre de rééducation où il se restructure et il va sortir de prison après autant d'années par le travail qu'il a fait sur soi-même. Donc en fait, tout est possible. Tout dans la vie, tout est possible. Le tout, c'est d'avoir un projet et de dire voilà, c'est ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire avec qui, quand et quoi. Et voilà, ça c'est ça qui est important. Et quand on a ça, eh ben on peut aller très très loin. C'est très simple. Hein. C'est très simple. Moi, je raconte pas quelque chose qui est extraordinaire. Mmh. C'est tous ces échanges, c'est tout l'ouverture d'esprit vers les autres, le partage qui fait que dans la vie, eh ben, on réussit, voilà, c'est tout. OK. Et justement, si je te donnais l'opportunité de comment dirais-je? De te donner un conseil à Benoît qui vient de finir ses études, qu'est-ce que tu lui dirais? Et il a fini ses études, pour finir ses études? Toi, Benoît, Oui, admettons il y a peut-être une petite cinquantaine d'années, oui. quel conseil tu te donnerais pour réussir ta carrière? Ou réussir ta vie tout simplement? Aujourd'hui, Bah, avec ton recul, qu'est-ce que tu lui dirais à ce jeune Benoît? ce jeune Benoît, je lui dirais, heu, ouais, découvre le monde. Mmh. Découvre le monde, parce que quand tu vas découvrir le monde, heu, tu vas avoir, heu, tu vas avoir une ouverture d'esprit, que tu n'auras jamais si tu restes dans ton pays ou si tu restes dans tes facilités. Moi, je sors d'une famille avec pas qui était cousue, hein, avec pas mal de choses, mais je suis très heureux qu'ils m'ont envoyé promener tous les coins de la terre, quoi, hein. Mmh. J'ai été partout et j'ai découvert des peuples, j'ai découvert des façons d'agir, de faire. J'ai vu la pauvreté, la frugalité, j'ai vu la richesse, mais il y a rien de mieux quelque part. Si j'avais encore eu plus de gens, j'aurais encore voyagé plus longtemps. Mais Mmh. après, bah, je suis tombé amoureux, j'ai épousé mon épouse qui était infirmière et beh, voilà et puis on s'est mariés jeunes tôt. Mais aujourd'hui, je comprends mes enfants qui sont mariés plus tard et qui ont profité de voilà, de découvrir le monde. Ils sont enrichis et quand je vois tous les enfants, mes nièces, mes neveux qui ont voyagé dans le monde, quand je vois aujourd'hui les jobs qu'ils ont, dans les différentes sociétés, ce qu'ils ont réussi, ce qu'ils ont fondé comme belle famille, je suis persuadé qu'aujourd'hui, je recommencerai encore, mais je continuerai à voyager, découvrir le monde, les facettes du monde. Comme j'ai dit, découvrir la pauvreté, la frugalité, la richesse, les habitudes des gens, voilà, et comment les gens se débrouillent avec peu de moyens, et puis avec d'autres avec d'autres moyens. C'est ça la grande richesse. Mmh. Et tout ça en observant les gens, parce que c'est l'humain qui t'apporte le plus, de loin. OK. Eh ben, Benoît, un grand merci. Est-ce que tu as des choses à ajouter par rapport à notre entretien? Non, merci de m'avoir donné la parole. Ça fait un bien fou de pouvoir, non, mais ça fait un bien de pouvoir échanger comme ça, simplement, en affirmant un nombre de choses ou voilà, ou en, en évoquant, en fait, en évoquant le passé, mais le passé pour moi qui n'est pas le passé parce que ça reste également un petit bout d'avenir, quoi. Mmh mh. Voilà, c'est pas du tout le passé, c'est un bout d'avenir. Je ne suis plus opérationnel dans une entreprise, mais cette entreprise, c'était ma passion, que j'ai essayé de partager avec plein de gens et j'espère que tout ce que j'ai dit aujourd'hui, ça donnera juste envie. Tu vois, j'ai la chance pendant un petit bout de temps de donner des cours à Audencia. Je me battais toujours pour dire aux jeunes: «Écoutez, là, vous avez Audencia, vous avez un diplôme exceptionnel, c'est super, mais avant de rentrer dans une banque», excusez-moi ce que je vais dire, rentrer dans une banque et rentrer dans un boulot à 30 ans bien structuré, enfin Dieu, mais partez à travers le monde, allez découvrir le monde et peut-être lancez-vous en tant que jeune entrepreneur. Peut-être que ça va pas fonctionner, mais c'est pas grave. Si tu veux, la C'est une, réussite, elle passe par des échecs. Donc, ouais, et puis c'est une bonne, faut façon d'apprendre. voilà, c'est pas la façon d'apprendre. Il faut faire ça. Donc, je pense que ce qui était très agréable aujourd'hui, c'est de dire voilà, on a pu échanger sur ce qui a été un projet de vie que j'ai essayé de faire partager au maximum de gens
avec passion et en fait, les gens m'ont tous bien rendu, les gens tous bien rendus. Tous les gens que j'ai rencontrés et tous les gens que je continue à rencontrer, ouais, je suis tellement content d'échanger avec eux parce que comme quand je dis: «Il faut aimer les gens», quand tu aimes les gens, ben, la vie, elle est belle, voilà, tout simplement. OK, bah, merci pour ces belles paroles et puis, bah, un grand merci, pour tous ces enseignements. C'était hyper intéressant et puis, bah, j'ai envie de te dire, bonne route à toi. Merci à toi aussi, à bientôt. Ciao, ciao.